sommes-nous capables d'agir pour des gens que nous ne connaissons pas et que nous ne rencontrerons peut-être jamais? Et ça nous renvoie à la manière dont nous allons définir notre propre place sur la planète. Est-ce que nous allons nous considérer comme citoyens d'une même humanité ou est-ce que nous allons nous considérer comme membres d'un pays, d'une famille, d'une caste? En d'autres termes, est-ce que nous allons reconnaître l'autre que nous ne connaissons pas comme une partie de nous-mêmes ou est-ce que nous allons le considérer comme un étranger vis-à-vis duquel nous n'avons aucune responsabilité? C'est la grande question morale que nous pose le changement climatique. Ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir, c'est à quel point la question du climat, c'est la matrice des grands enjeux politiques de notre temps et à quel point toutes les questions fondamentales qui traversent nos sociétés, les questions de développement, les questions de pouvoir d'achat, les questions de migration, les questions de sécurité, combien toutes ces questions sont déjà déterminées par la question du climat et le seront encore davantage à l'avenir. Nous voulions effectivement porter le climat, la question climatique, dans le domaine de la politique, au sens très large du terme, des droits humains, des effets sur la société, sur nos sociétés et des rapports de force géopolitique. 1962, c'est une année que j'imagine pas mal d'entre vous ont connue. C'est une année qui correspond au début de ce qu'on appelait les Golden 60s, c'est-à-dire une décennie marquée par une illusion de croissance infinie, que cette illusion touche à la croissance économique ou à la croissance démographique. Ce sont les années du baby-boom, ce sont des années relativement insouciantes, ce sont des années où toute une série de biens de consommation autrefois réservés aux classes supérieures deviennent accessibles aux classes moyennes. C'est là que les classes moyennes commencent à pouvoir se payer des appareils électroménagers, des voitures, à prendre l'avion. Et c'est aussi une décennie où on va accélérer nos émissions de gaz à effet de serre. Un concept important, c'est combien de temps reste un gaz dans l'atmosphère. Vous avez sûrement entendu parler des polluants, des gaz à effet de serre, etc. Ici, je vais me concentrer sur des gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère, parce que c'est ce qui va nous intéresser pour le climat, c'est des gaz qui restent vraiment longtemps dans l'atmosphère. Si vous avez par exemple un accident, une usine chimique qui explose en Belgique, eh bien, les panaches de gaz qui s'échappent de cette usine vont mettre quelques semaines pour tourner autour de la Terre dans le sens du vent. Ils vont mettre à peu près 1 mois pour aller jusqu'au pôle Nord, mais ils vont mettre à peu près 1 an pour passer la barrière de l'équateur, qui est une barrière dynamique très importante. Alors, je passe à une autre molécule, le monoxyde de carbone. Celui-là, il est intéressant parce que tous les phénomènes de combustion, que ce soit les voitures, les industries, le chauffage, les grands feux, vont produire du monoxyde de carbone. Et vous voyez, il se déplace autour de la Terre parce qu'il reste plusieurs semaines dans l'atmosphère et donc il est capable d'être transporté de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis. On va voir que même quand on prend des mesures pour arrêter les émissions de ces gaz, comme ils ont été émis dans l'atmosphère, par exemple, si on en émet aujourd'hui, mais qu'ils ont des temps de vie de 10 ans, 20 ans, 100 ans, mais dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, ils seront encore là. Alors pourquoi il augmente ce CO2 ? Eh bien parce que la population s'étend. Je fais ici c'est une image satellite où on voit les lumières partout autour du globe, donc ça vous donne un tracé en fait, de la consommation d'énergie partout autour du globe. Ici, c'était en 1992, quand on était à environ 5 milliards d'habitants. Et voilà une autre distribution en 2013. Je vais aller d'un à l'autre, comme ça vous voyez la différence. Et on voit que la population s'étend, les moyens qui génèrent de l'énergie aussi. Et donc ça conduit en fait à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. Premier exemple d'interaction entre les décideurs et les scientifiques. C'est un exemple, c'est quelque chose qui a vraiment bien marché, dont on peut être très fier en tant que scientifique d'avoir bien mené cette histoire. Donc c'est tout ce qui est la diminution d'ozone en Antarctique. Alors je vous montre ce que c'est. Là, vous voyez la Terre comme vue par en bas. Donc le continent que vous voyez là, c'est l'Antarctique. Et ce que vous voyez en bleu, là, en fait, c'est ce qu'on appelle le trou d'ozone. Alors, c'est quoi le trou d'ozone ? Et pourquoi c'est ennuyeux ? Parce que cette couche d'ozone nous protège des rayonnements ultraviolets. Et donc, si on a plus de rayonnements ultraviolets, vous savez bien, on est plus susceptible d'avoir des cancers de la peau. Et quand on fait des mesures avion à travers cette couche d'ozone, on voit qu'au mois d'octobre, on a les tracés. Donc ici, c'est des moyennes entre les années... donc ici, c'est les années 60, en bleu. Les années 90...
en vert et ici, en 2001, la courbe en rouge. Et on l'a appelé trou d'ozone parce qu'il n'y a plus du tout d'ozone entre 15 et 20 km au mois d'octobre, donc de l'année de la mesure. Donc je vais remettre des prix à des gens qui œuvrent pour le bien-être de la planète et qui font tout pour que demain aille mieux. Prime pour l'énergie héliolienne à Diroupeau, qui brasse pas mal d'air depuis pas mal d'années. Alors, prime pour ceux qui valorisent le circuit court. Eh bien, les gilets jaunes. À quoi ça sert de pouvoir rouler, de faire le plein de sa voiture si pour aller droit dans le mur d'un monde qui étouffe et qui va mourir? Vivre ou rouler, que faire? Eh bien, la réponse est Sartre, Jean-Paul Sartre qui la donne. L'existence précède l'essence. Je ne pense pas que les décideurs sont sourds, mais je pense que les décideurs sont quelque part prisonniers dans une logique de court terme qui est imposée quelque part par le jeu démocratique et par le jeu des élections, et qu'un grand enjeu de la lutte contre le changement climatique, c'est de savoir comment nous allons pouvoir équiper nos démocraties pour lutter contre le changement climatique. Et je crois qu'un des grands enjeux, c'est potentiellement de faire intégrer par nos démocraties la notion du long terme et de la projection au-delà de la prochaine échéance électorale, et ça implique potentiellement aussi une réforme des institutions. En d'autres termes, les impacts du changement climatique dont nous faisons l'expérience pour le moment ne sont pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais des émissions produites par nos parents et nos grands-parents. Les émissions de gaz à effet de serre que vous avez produites en 1962, eh bien, nous en subissons le résultat maintenant. Et comme nos émissions de gaz à effet de serre depuis n'ont pas cessé d'augmenter, ça veut dire que les impacts du changement climatique vont empirer au cours des 50 prochaines années. C'est quasiment déjà coulé dans le marbre. L'année 2014, comme vous le voyez sur cette une du New York Times, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis l'invention du thermomètre. Ce record de 2014 a été battu en 2015. Ce record de 2015 a lui-même été battu en 2016. 2017 a fait presque aussi bien, mais s'est contenté de la deuxième place ex aequo. Et donc le résultat, c'est que si l'on extrapole la courbe de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est un scénario d'élévation d'au moins 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Prenons un moment pour réfléchir à ce que ça veut dire. Si l'on passe à 4 degrés, ça veut dire que plusieurs régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, impropres à la vie humaine, soit parce qu'elles seront inondées, soit parce que toute forme d'agriculture y sera devenue impossible, soit simplement parce qu'il y fera trop chaud. À travers l'histoire, la quasi-totalité des conflits ont été menés autour de la question du territoire. Et on est ici face à une situation où un pays pourrait perdre jusqu'à 10% de son territoire. On se rend bien compte qu'à un moment donné, les pays qui perdront ce territoire risquent de demander des comptes aux pays qu'ils considèrent comme responsables. Et parfois, nous nous laissons bercer par l'idée de la transition énergétique ou écologique, comme s'il y allait avoir une sorte de mouvement naturel où tout le monde serait gagnant et où tout le monde embrasserait l'économie à bas carbone. La réalité, c'est que si nous voulons sortir de l'économie des fossiles, il va y avoir un certain nombre de ruptures qui seront nécessaires avec des modèles du passé, et que ces ruptures se feront avec des coûts et avec aussi parfois de la casse. Et que donc le concept de transition en réalité est très trompeur en nous laissant croire qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané. Ce mouvement n'a rien de naturel ni de spontané parce que beaucoup vont s'accrocher au monde ancien et se battront avec la dernière énergie pour préserver les avantages que leur procure ce monde ancien. Et Donald Trump a parfaitement compris cela. Ce n'est pas forcément extraordinairement motivant. C'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu intergénérationnel sur cette question.
c'est parce que les efforts que nous entreprenons aujourd'hui, ce seront nos petits-enfants qui en tireront les bénéfices. Et c'est là où il y a un enjeu véritable de démocratie, c'est de pouvoir reconnecter les gens dans leurs choix individuels à leurs choix collectifs, que les gens puissent agir pour le climat, non pas juste en tant que consommateurs, mais également en tant que citoyens. Et nous savons que ce sont des choix que nous devons prendre au cours des quelques prochaines années, sans quoi il sera trop tard.